Alors, toujours l'écran, il est partagé sans problème. Oui, madame. Oui, madame. Alors, donc, mon intervention s'intègre dans le cadre du module microbiologie 1. Hein. Donc, vous avez déjà eu l'occasion de voir le cours sur les généralités, sur la virologie avec le professeur Mousseline. Donc, ma contribution dans ce cours porte sur la nutrition bactérienne. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de me présenter puisque mon nom il est déjà indiqué. C'est professeur Zaldani Ilham. Je suis enseignante, bien sûr, de microbiologie à la faculté des sciences de l'INSEC. Donc, comme je viens de le dire, la partie du cours de ce module porte sur la nutrition bactérienne. Alors, avant de commencer cette partie, il est très important de savoir pourquoi on a besoin d'étudier les bactéries ou bien d'avoir des notions sur les bactéries. Je sais que maintenant, vous avez vu toute une partie avec Monsieur Mousseline, ça va me faciliter davantage la tâche, mais je reviens quand même sur certains points. Donc, pourquoi on a besoin d'étudier les bactéries ou bien quelle est l'importance d'étudier les bactéries? Est-ce que quelqu'un peut déjà me dire des notions, bien des idées là-dessus? Oui, vous m'entendez toujours? Oui, madame. D'accord. Pourquoi c'est important d'étudier les bactéries? Vous pouvez dire ce qui vous passe dans la tête, hein? Pourquoi c'est important d'étudier les bactéries? Est-ce que c'est important d'étudier les bactéries? Si c'est oui, pourquoi? Madame, pour Oui. connaître leur métabolisme, Oui, pourquoi on va connaître leur métabolisme? À quoi ça va nous servir? pour l'attaquer après. Exactement. Donc déjà, pour hein, combattre ou bien pour éliminer les bactéries, mais particulièrement les bactéries pathogènes. D'accord? Donc si vous pouvez fermer vos micros, hein, lorsque vous ne prenez pas la parole, vous fermez votre micro. D'accord? Donc, entre autres, hein, c'est le côté qui est très connu, c'est cet aspect qui est plus ou moins négatif, qui est des bactéries pathogènes. Donc, il faut les éliminer. Pour ça, il faut savoir, on ne peut pas éliminer chose qu'on connaît, mais ce n'est pas le tout. Alors, moi, je vais commencer déjà. Il faut savoir que les premiers écosystèmes sur Terre, hein, les bactéries étaient à l'origine, bien les micro-organismes, particulièrement les bactéries étaient à l'origine de la constitution des premiers écosystèmes sur Terre. D'accord? La première forme de vie, les premières formes de vie qui ont apparu sur Terre, c'était des micro-organismes, c'était des bactéries. D'accord? Juste pour vous montrer, c'est-à-dire l'importance de cela, ou bien pour vous montrer cet aspect, normalement, le système solaire, y compris bien sûr la Terre, a été formé il y a 4,6 milliards d'années. Hein, c'est-à-dire 4,6 milliards d'années, la Terre a été formée. Et moins d'un milliard d'années après, il y a eu l'apparition de la vie. Sous quelle forme? C'est sous forme de microbienne. Hein, ça, c'est d'après ce qu'on a retrouvé jusqu'à maintenant. Donc, c'est ces bactéries qui ont été à l'origine des cycles biogéochimiques, c'est-à-dire des transformations des différents éléments qui existent sur Terre. C'est-à-dire lorsque, par exemple, je prends chaque élément sur Terre, il a son propre cycle. Le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle de fer et ainsi de suite. D'accord? Alors, cette transformation de ces éléments, elle est faite, entre autres, par les êtres vivants. Et à l'époque, c'était juste les micro-organismes qui existent, c'est-à-dire ces micro-organismes qui contribuent à ces transformations. Donc, c'est très important. Ça montre l'importance de ces micro-organismes et leur importance qui résiste même maintenant, parce qu'ils continuent à jouer des rôles même maintenant. Également, ils ont des activités uniques, c'est-à-dire on trouve certaines transformations, certains
transformations chimiques, certaines réactions qui ne peuvent avoir lieu que grâce aux micro-organismes. D'accord? Donc, qui peut me donner un exemple? Est-ce que vous avez une idée? C'est-à-dire quelque chose que ne peut être fait c'est-à-dire il n'y a que les micro-organismes qui peuvent le faire. Des activités, c'est-à-dire les transformations des réactions d'oxydoréduction. Est-ce que vous avez une idée? Des activités uniques sur Terre. Non? Donc, par exemple, vous savez qu'au niveau de l'air, par quoi la composition de l'air, elle est constituée de quoi? J'attends une réaction, s'il vous plaît. Sinon, je ne peux pas continuer. Moi, je peux lire le cours. Oui, oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle, à vous la parole. L'air, il est constitué d'oxygène, des poussières et Des molécules, des atomes. des bactéries. il est constitué d'oxygène. Quoi encore? Poussière L'azote. et des bactéries. L'azote, exactement. Alors, l'azote sous forme N2. N2. Alors, vous imaginez que la transformation et l'azote, on va le voir, c'est à l'origine, il s'intègre dans la formation des protéines, des acides aminés et tout ça. Donc, et cet azote, sous cette forme, on le retrouve, 80% de l'air, elle est constituée d'azote. Et pourtant, et vous savez que les plantes, normalement, ils ont besoin d'azote. Et pourtant, ils ne peuvent pas l'utiliser sous cette forme. On va le voir, c'est la forme qui est très importante d'utilisation. Eh ben, la transformation de l'azote moléculaire sous forme gaz, sous forme minérale, est l'œuvre des micro-organismes. Il y a des bactéries qui fixent l'azote moléculaire. Et on trouve que les plantes, certaines plantes font des associations, on va le voir, avec ce type de micro-organismes pour pouvoir, c'est-à-dire profiter de cet élément qui est très important pour la croissance végétale déjà. Donc, ces plantes, ils font cette symbiose avec ce type de bactéries pour pouvoir profiter de l'azote qui existe en excès, mais dans l'utilisation sous cette forme n'est l'œuvre que des micro-organismes, bien de certaines bactéries. Donc là, pour montrer l'importance encore des micro-organismes. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure dans le cours, mais j'essaie de vous donner déjà un aperçu général sur cet aspect important des bactéries. Également, ils colonisent tous les écosystèmes. On dit que les bactéries existent partout. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver de milieu stérile, presque pas de milieu stérile, même dans notre corps. En général, on trouve certaines parties, mais généralement, on trouve toujours, il y a un mélange polymicrobien. L'air, on ne va pas trouver l'air stérile, c'est-à-dire il n'y a aucun micro-organisme. On va le trouver dans l'air, dans le sol, dans l'eau, partout, 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 on trouve des micro-organismes. Donc là, c'est important de les étudier. Je ne peux pas étudier des êtres vivants qui existent partout et on passe à côté, on ne va pas voir à quoi ça sert, quel est leur rôle et ainsi de suite. Donc là encore, c'est très important, ça montre l'importance de l'étude de ces micro-organismes. Et bien sûr, parmi les aspects qui font que ces écosystèmes, ces bactéries colonisent tous les écosystèmes, c'est leur diversité métabolique. On va le voir, c'est-à-dire c'est-à-dire il y a plusieurs voies métaboliques utilisées par ces bactéries et même certaines qui leur sont spécifiques. On ne va pas les retrouver chez d'autres. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va les retrouver partout. On va voir, il y a des bactéries qui peuvent utiliser la matière organique, d'autres qui peuvent utiliser la matière minérale, qui utilisent l'énergie sous forme de lumière, l'énergie sous forme c'est-à-dire à partir de réactions d'oxydoréduction, ainsi de suite. Tout ça fait que ils ont une diversité métabolique qui leur permettent de coloniser tous les écosystèmes. Et bien sûr, leur petite taille, vu qu'ils sont de petite taille, donc ils peuvent bien sûr, c'est-à-dire se développer dans des milieux même qui sont très, très petites, puisque c'est une échelle du micromètre. Alors, toujours dans le cadre de l'importance de l'étude des bactéries, ils ont un rôle très important dans les processus pathologiques. C'est ce qui a été soulevé par mademoiselle et c'est ce qui est très connu. Lorsqu'on dit bactéries, on pense automatiquement aux maladies. D'accord? C'est vrai que les bactéries, il y a des bactéries pathogènes, mais le pourcentage de ces bactéries pathogènes par rapport aux bactéries qui existent et qui sont
plus ou moins bénéfique ou bien entre guillemets neutre, elle est très faible. Hein, à 10% même moins de bactéries qui sont, d'après les bactéries qu'on connaît jusqu'à maintenant. Donc, la plus grande partie n'est pas pathogène. Hein, donc, ça existe, mais ce n'est pas l'aspect dominant. Également, ce qui montre également ce que je viens de dire, c'est que les bactéries font partie de la flore commensale ou bien du microbiote. Ça, on le connaît de plus en plus et l'importance de ce microbiote est montrée de plus en plus, même dans notre corps. C'est-à-dire, on trouve une flore ou bien des bactéries qui existent hein, dans l'intestin le plus connu. Hein. On trouve des micro-organismes, bien des bactéries qui existent sur la peau, qui sont propres à la peau. Je ne parle pas des bactéries pathogènes hein, qui vont venir et s'installer. Moi, je parle des bactéries qui font partie de cet écosystème. Sur la peau, les bactéries des muqueuses au niveau de la bouche. Hein. Donc, ils ont des rôles très, très importants. On peut en discuter par la suite et vous pouvez chercher davantage pour les gens qui veulent plus d'informations. Donc, là, on va retrouver ces bactéries qui sont associées au sol, associées à l'homme, hein, dans différents organes, aux animaux et végétaux. Donc, tous les êtres vivants ont presque leur propre flore commensale ou bien microbiote. Alors, également, vous me suivez toujours? Oui, madame. Oui, madame. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter, il n'y a pas de souci. Alors, également, pourquoi c'est important? Parce que leur implication dans l'industrie agroalimentaire est très importante. Tous, on connaît le fromage, yaourt, le ben, jben, klila, c'est des produits qui sont plus ou moins purement marocains. Alors, tous ces produits-là sont l'œuvre des micro-organismes, particulièrement des bactéries. Par exemple, les bactéries lactiques. On va le voir, on va le voir lorsqu'on va parler des fermentations et la fermentation lactique. Si on a du yaourt, c'est parce qu'il y a deux types bactériens qui vont dégrader le lactose qui existe au niveau du lait et qui vont le transformer en acide lactique. Et cet acide lactique va diminuer le pH, faire coaguler les protéines et on a le yaourt qu'on connaît. Moi, je vous ai donné juste une idée générale. On va voir plus en détail ça dans la partie lorsqu'on va parler des bactéries lors des fermentations. La même chose pour le fromage, les piquelés, c'est-à-dire les traqd, c'est-à-dire les olives fermentées à la façon traditionnelle. Hein. Donc là, on trouve toujours l'implication des bactéries. Le ben, donc tout ça, ils font partie. Les produits carnés, c'est-à-dire les saucissons, les saucisses, tout ça, hein, il y a intervention de fermentation grâce aux bactéries. Donc dans l'industrie agroalimentaire, on trouve énormément l'implication de ces bactéries qu'il faut donc absolument étudier pour pour les maîtriser ou bien pour les exploiter. Également dans l'industrie pharmaceutique, ça c'est encore très connu, parce qu'on connaît que les bactéries, il y a des bactéries qui produisent des antibiotiques. D'accord? Il y a des champignons qui le font, et il y a même des bactéries, les actinomycètes, qui produisent des antibiotiques. Et tout le monde connaît l'importance des antibiotiques et leur rôle, c'est-à-dire grandiose dans l'élimination des maladies. Avant, les gens meuraient de simples infections, de plaies, d'accord, très simples. Alors que maintenant, avec l'apparition des antibiotiques, il y a eu vraiment un grand bond, c'est-à-dire on pouvait se débarrasser de ces infections avec un traitement antibiotique, entre autres avec un traitement antibiotique, et bien sûr, éviter le pire. D'accord, bien sûr, il y a un autre problème parce que cette utilisation d'antibiotiques, elle a tendance, puisqu'elle est très généralisée, elle est malmenée et tout ça, donc on se retrouve avec une résistance, là c'est un autre problème. Mais on continue de produire des antibiotiques. Et bien sûr, on cherche toujours de nouvelles molécules en cherchant, un petit peu étudiant les bactéries qui peuvent produire ce type de molécules et voir ce qu'on peut faire avec. Donc là encore, c'est un autre aspect de l'importance de l'étude des bactéries. Et bien sûr, dans le domaine de la recherche,
Les bactéries, Escherichia coli, il est très connu, donc on l'utilise énormément, bien sûr, parallèlement à d'autres bactéries, comme outil de recherche pour insérer génie génétique et tout, pour insérer, on utilise les plasmides de ces bactéries, on exploite le fait pourquoi on les utilise, parce qu'ils sont facilement, ils se multiplient, vous avez vu la croissance bactérienne, donc ils ont un temps moyen de dédoublement de 20 minutes, donc bien sûr, c'est variable. 20 minutes, donc c'est assez rapide. Donc, on peut voir l'impact les variations ou bien des gènes qu'on va intégrer rapidement. Donc là, c'est un autre aspect qui est très important. Donc, vous voyez, donc, pour ne citer que ces domaines, donc on voit que quand même, les bactéries, c'est-à-dire occupent, c'est-à-dire ils ont une importance très, très grande dans notre vie, d'accord, avec ces différents aspects. Donc, c'est normal qu'il faut les étudier. C'est bon? Pas de questions là-dessus, sur ces aspects. On va bien sûr les détailler davantage au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Donc là, c'est une petite introduction. Maintenant, on a montré que c'est très important d'étudier les bactéries. D'accord? Pourquoi c'est très important? On a donné plusieurs aspects. Maintenant, pour étudier les bactéries, il faut les cultiver, c'est-à-dire il faut les faire multiplier. Et pour les faire multiplier, je viens de dire que normalement, les échantillons qu'on va recueillir, je dois travailler sur un échantillon de sol, de l'air, je ne sais pas, de l'eau. Généralement, ces échantillons, c'est un mélange polymicrobien, c'est-à-dire il y a plusieurs types de bactéries. Et moi, je ne vais pas étudier toutes les bactéries en même temps. Alors, donc qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir étudier une bactérie à la fois, parce que je veux voir ses exigences et ainsi de suite. Qu'est-ce que je dois faire pour étudier une à une? Chaque fois, je vais étudier une bactérie parmi le mélange. Pour faire ça, qu'est-ce que je dois le faire? J'attends une réponse. On va mettre dans un milieu de culture. Oui, mais si je mets un milieu, qu'est-ce que je vais mettre dans un milieu de culture? Si je mets dans un milieu de culture, attendez, si je mets l'échantillon dans le milieu de culture, je vais avoir le développement, la multiplication de toutes les espèces qui existent, plus ou moins. D'accord? Je ne vais pas voir une seule bactérie, une seule espèce. D'accord? Pour étudier, je dois avoir une culture pure. Pure, yani, qui n'a une seule espèce. Donc, pour cela, je dois faire un isolement. Je dois isoler. D'accord? De toute façon, pour étudier la bactérie, je dois avoir des cultures pures parce que je ne peux pas faire une étude sur un mélange. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je cherche, par exemple, à savoir si la bactérie, une telle bactérie pathogène, par exemple, ou non pathogène, n'importe, est capable de dégrader, par exemple, le fructose. Est-ce qu'il est capable de le dégrader? D'accord? Pour vérifier ça, il faut que j'aie la bactérie toute seule. Mais si je juge deux ou trois, parce que si j'ai un mélange et je mets la source de carbone qui est le fructose et je trouve qu'elle a été dégradée, comment je vais savoir qu'elle a été dégradée grâce à la souche 1, à l'espèce 1, ou bien l'espèce 2, ou bien l'espèce 3? Je ne peux pas savoir. Il faut d'abord que la souche soit pure. On va le purifier, ça, on va le voir en TP. Comment on fait pour purifier ou bien pour isoler les bactéries à partir d'un mélange. Donc, pour étudier les bactéries, je dois faire mon étude sur une culture qui est pure. Et pour comprendre c'est quoi une culture pure, c'est-à-dire il y a une seule espèce, une seule souche bactérienne. Et bien sûr, pour faire ça, parce que c'est lié, pour faire ça, il faut connaître les exigences nutritionnelles. Déjà, mademoiselle vient de me dire qu'il fallait mettre les bactéries pour les faire multiplier. Il faut les mettre dans un milieu de culture. Un milieu de culture, c'est quoi? Vous avez fait le TD. Un milieu de culture, c'est quoi? Quelle est la définition d'un milieu de culture? C'est quoi un milieu de culture? C'est un milieu qui contient les éléments nécessaires pour la croissance des bactéries. Oui, mais quel type de substance? Des éléments nutritifs. Nutritifs. Donc,
c'est une préparation, soit liquide ou solide, qui contient tous les éléments nécessaires, bien sûr, des éléments nutritifs nécessaires pour la multiplication. Là, on va voir, parce que le milieu de culture, on a plusieurs types de milieux de culture. Donc, pour étudier les bactéries, il faut, bien sûr, je fais mon étude sur une culture qui est pure. Et pour la cultiver, il faut connaître les exigences nutritionnelles, c'est-à-dire quels sont les besoins nutritifs de cette bactérie pour que je puisse les fournir au niveau du milieu de culture et pour que la bactérie puisse se développer. Bien sûr, je dois connaître les exigences nutritionnelles, c'est-à-dire les éléments nutritifs, et l'exigence même en énergie, et le mode de croissance et les conditions physico-chimiques. Vous avez même vu ça en TP, les conditions de culture. C'est-à-dire ça ne suffit pas de donner les éléments nutritifs, c'est-à-dire le milieu de culture, mais d'assurer les conditions physico-chimiques dans les conditions optimales exigées par la bactérie. Parce qu'une bactérie, vous avez vu les conditions physico-chimiques, si je mets une bactérie qui est mésophile à une température, je ne sais pas, à une température de 50 degrés, eh ben c'est sûr, même s'il y a les éléments nutritifs qu'elle exige, mais les conditions ne sont pas valables pour elle. C'est hors l'intervalle de croissance. Son intervalle de croissance, 50, elle ne peut pas se développer. Hein? Donc, vous voyez, donc, il faut l'exigence nutritionnelle, c'est-à-dire les éléments nutritifs, il faut fournir même les conditions de culture. C'est pour ça qu'en TD, vous avez le détail, le milieu de culture, et vous avez les conditions de culture. Je reprends. Donc, pour étudier les bactéries, je fais l'étude sur des cultures pures. Et pour bien sûr, favoriser leur développement, il faut absolument savoir leurs exigences nutritionnelles et leur mode de croissance. Sans ça, on ne peut pas faire une étude. Donc, vous voyez, et c'est lié. D'accord? Alors, maintenant, je vous ai donné c'est quoi l'importance des micro-organismes et pourquoi, pour étudier les bactéries, quelles sont les choses qu'on doit étudier, entre autres les exigences nutritionnelles. C'est pour ça qu'on va faire la nutrition bactérienne, le cours. Alors, quels sont les objectifs de ce cours? Alors là, les étudiants, quand je donne des objectifs, ça peut vous paraître un petit peu, je ne sais pas, étrange, mais ne pas comprendre dès le premier coup. Mais c'est très important de lire ces objectifs, de les comprendre. Pourquoi? Parce que c'est à la base de ces objectifs qu'il y aura l'évaluation. L'évaluation, par la suite. Par exemple, je vais vous donner un exemple. L'étudiant, c'est-à-dire vous, doit être capable, bien sûr, lorsqu'on va terminer ce cours, vous devez être capable de définir et d'exploiter les concepts de base de la nutrition bactérienne. C'est-à-dire, vous devez être capable de donner des définitions de certains concepts. On va les voir au cours du... Mais à la fin, c'est-à-dire lorsqu'on va terminer le cours, cette compétence, vous devez l'acquérir. Parce que, madame, je suis l'importance. Lorsque je vais donner l'évaluation, lorsque je vais demander quelle est la définition de, elle est basée sur ça. À l'évaluation, je vais évaluer sur la base de cette compétence. Est-ce que l'étudiant a pu acquérir ça ou non? Normalement, lorsque je donne le cours et vous suivez, et bien sûr, j'explique, vous, si vous avez des questions, vous les posez, à la fin, vous devez être capable de faire ça. Donc, pour vous auto-évaluer, à la fin, vous revenez à ces objectifs et regardez, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Si vous êtes capable de faire ça, il n'y a pas de souci. Ça veut dire c'est bon. D'accord? Donc là, c'est le premier objectif, définir et d'exploiter les concepts de base de la nutrition bactérienne. À la fin du cours, on peut y revenir pour expliquer davantage. Là, lorsque je terminerai tout le cours, Inch'Allah. Alors, vous devez également être capable d'analyser et d'interpréter un document présentant le métabolisme énergétique bactérien. Parce qu'on va voir les sources d'énergie, les types de bactéries, quelle énergie ils utilisent, tout ça en détail. D'accord? Donc, normalement, si dans l'examen ou l'évaluation, je donne un document qui montre, un schéma qui montre ce métabolisme énergétique pour un type bactérien, eh bien, vous devez être capable de l'analyser, savoir ce que c'est qu'analyser, c'est-à-dire d'écrire ce qu'il y a dans le document et d'interpréter, bien sûr, en utilisant les notions qu'on a vues. Donc là, c'est, comme je viens de dire, ça peut vous paraître un petit peu, n'est pas très clair, mais par la suite, c'est-à-dire lorsqu'on va terminer, ce sera, parce que là, il y a des termes que vous ne connaissez pas encore, donc ça va vous servir énormément. Et comme je viens de dire, c'est sur la base de ces objectifs qu'on donne les évaluations. Également, de définir à partir d'exemples ou schémas le type trophique, parce qu'on va voir les types trophiques des bactéries.
Donc, à la fin, vous devez être capable de donner une définition d'un type trophique et donner des exemples. Également, il faut être capable de comprendre les modes d'assimilation des nutriments et leur transport, parce qu'on va voir dans le cours le transport des différents nutriments chez les bactéries. D'accord? Donc, il faut être capable de faire ça. C'est bon, les objectifs? Oui, je continue? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Donc là, on va commencer. Le cours, il est structuré comme suit. Donc là, vous avez le sommaire. On va commencer avec une introduction relative à la nutrition bactérienne, parce que tout à l'heure, la petite introduction que je vous ai donnée, c'était sur l'importance des micro-organismes et de leur étude, des bactéries particulièrement, l'importance de leur étude. Maintenant, une petite introduction par rapport à la nutrition bactérienne. Après, on verra les besoins élémentaires, parce que vous voyez, ce qui est en rouge, c'est les grands titres. Les besoins élémentaires et les besoins spécifiques. On va voir le transport des nutriments, on va voir les besoins énergétiques et on va voir les types trophiques. Bien sûr, les types trophiques, on va s'attarder. C'est quand même un chapitre qui est assez grand. D'accord? Donc, les besoins. On va commencer d'abord par les besoins élémentaires. On va voir chaque fois la définition, ce qu'il y a dedans, et ainsi de suite. Donc là, c'est le sommaire ou bien du cours en général. Donc on commence. D'abord, la définition. C'est quoi la nutrition bactérienne? Donc là, c'est une définition à apprendre. Donc il faut la comprendre d'abord. C'est quoi la nutrition? C'est l'analyse des besoins élémentaires, énergétiques et spécifiques. Vous voyez que j'ai mis des mots en rouge. Hein? C'est ça le plus important. C'est les mots-clés. D'accord? Très important. Donc, la nutrition bactérienne, c'est l'analyse des besoins élémentaires. Et je vous ramène tout à l'heure, lorsqu'on a dit pour étudier les bactéries, on doit connaître les exigences nutritionnelles et on a parlé même des facteurs physico-chimiques. Et on le retrouve ici. Donc, c'est l'analyse des besoins élémentaires énergétiques et spécifiques. On va voir la différence. C'est-à-dire, quels sont les besoins en énergie et quels sont les besoins spécifiques aux bactéries. Alors, ces besoins, que ce soit élémentaires, énergétiques et spécifiques, qui sont nécessaires au fonctionnement et à la croissance de la bactérie. Donc, la nutrition bactérienne, il y a l'analyse des besoins élémentaires, énergétiques et spécifiques qui sont nécessaires, bien sûr, à la multiplication et à la croissance de la bactérie, en plus des facteurs physico-chimiques susceptibles de les influencer. Parce que vous avez fait le cours le TD des conditions de culture et vous avez vu qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent la croissance bactérienne. Qui peut me citer certains facteurs qui influencent cette croissance? L'oxygène, Oui, la température, La température. exactement. L'oxygène, la température, le pH, d'accord? Donc, il y a plusieurs facteurs physico-chimiques qui influencent cette croissance, d'accord? Et chaque type bactérien a un intervalle par rapport à ces facteurs physico-chimiques qui lui est propre et qui doit être respecté pour qu'il y ait multiplication de ces micro-organismes. Donc, donc là, c'est la définition. Maintenant, à quoi ça sert cette nutrition? C'est vrai, ça, c'est les besoins élémentaires et tout ça. Donc, la nutrition bactérienne chez la bactérie, pourquoi il doit se nourrir déjà? Pourquoi la bactérie doit se nourrir? pour se multiplier. On reproduit. Pour se multiplier, plus exactement. Qu'est-ce que ça veut dire se multiplier? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va synthétiser quoi? Pour se multiplier, qu'est-ce qu'elle doit synthétiser? D'autres bactéries. Oui? Il doit? Il doit Oui, synthétiser mademoiselle. des enzymes. Oui, des enzymes. Oui, très bien. Quoi encore? Les enzymes, c'est pour le fonctionnement. Oui, Une paroi exactement. Le paroi, elle est faite de quoi? faite de Ce sont des protéines. molécules de structure. Donc, c'est pour force. Donc, effectivement, cette nutrition bactérienne, il va permettre quoi? D'abord,
la synthèse et le renouvellement, hein, parce qu'il y a des dégâts hein, au niveau de la cellule qui doivent être réparés. D'accord? Donc, cette nutrition bactérienne, quand je dis nutrition bactérienne, c'est-à-dire les éléments, les besoins nutritionnels et ainsi de suite, ils vont permettre la synthèse et le renouvellement de quoi? Des molécules structurales, ce que vient de dire monsieur, par exemple la paroi, hein, certaines. Donc, les molécules structurales, ou bien la synthèse renouvellement. Hey, les molécules indispensables aux diverses activités de la cellule, comme a dit mademoiselle, les enzymes. Donc, vous voyez, vos réponses, ils sont là. Donc, la nutrition bactérienne, il permet la synthèse et le renouvellement des molécules de structure ou bien les molécules qui sont indispensables pour l'activité, comme les enzymes, les coenzymes et ainsi de suite. Donc, pour faire ça, absolument, il faut des éléments nutritifs. On va voir ça plus en détail. Ça, c'est un aspect. C'est pour les molécules structurales et de l'activité, c'est-à-dire impliquées dans diverses activités. Mais également, elle doit se nourrir pour s'approvisionner en énergie. Sans l'énergie, il n'y a rien. On va voir, il y a plusieurs modes d'énergie qui sont utilisés par le micro-organisme, par ces bactéries. Mais donc, déjà, la nutrition, il va assurer la synthèse, le renouvellement des molécules de structure ou bien celles qui sont impliquées dans les activités de la cellule et également de l'énergie et des pouvoirs réducteurs. On va voir, c'est le métabolisme, il y a des réactions d'oxydoréduction. Hein, donc, il faut qu'il y ait, on va voir, il y a des électrons, des échanges. Donc, absolument, il faut qu'il y ait, cette nutrition bactérienne va assurer pour la bactérie de s'approvisionner en énergie et en pouvoir réducteur et on va voir son importance, bien l'importance de chacun de ces éléments lorsqu'on va voir les types trophiques. D'accord? Donc là, c'est juste pour montrer encore l'utilité de cette nutrition bactérienne pour la bactérie. D'accord? Bien sûr, la nutrition, c'est en général, tous les êtres vivants ont besoin de se nourrir. Hein, et on a un schéma général qui est commun, mais les bactéries ont certaines particularités, donc on va le voir au fur et à mesure. C'est bon, donc je passe. Bien sûr, indispensable réaction de synthèse, ça je l'ai déjà spécifié. Alors, les moyens, vous voyez, on a vu c'est quoi la nutrition bactérienne. J'ai donné la définition, je reviens. À quoi elle sert? Elle permet, hein, vous voyez ce qui est en rouge, elle permet. Maintenant, les moyens. Hein, comment la bactérie peut se nourrir ou bien s'approvisionner de ces éléments nutritifs. Alors, ou bien il va utiliser directement les nutriments dans le milieu. Hein. Le milieu, c'est en général, je ne parle pas de milieu de culture ou bien milieu naturel. Dans tous les cas, la bactérie a besoin de se nourrir là où il existe. D'accord? C'est normal qu'au niveau des milieux de culture, les bactéries, plus ou moins, ils sont gâtés, entre guillemets, parce qu'on leur donne assez de nutriments pour qu'ils puissent se multiplier, pour qu'il n'y ait pas de carence. D'accord? Généralement. Mais chose qui n'est pas le cas toujours dans le milieu naturel. La bactérie peut être, c'est-à-dire dans des conditions parfois qui sont défavorables. Hein, donc, mais dans tous les cas, le moyen comment, ou bien il utilise les nutriments lorsqu'il existe dans le milieu. Alors, quand on dit une utilisation directe du nutriment, alors ces nutriments peuvent se présenter sous forme simple, par exemple des oses, des acides aminés, s'il s'agit de protéines, des ions. Donc, il peut prendre des éléments qui existent dans le milieu sous forme ionique, sous forme des ions, bien des acides aminés, c'est les briques liées les protéines, des oses simples, ou bien sous forme complexe, c'est-à-dire la bactérie, il est en présence, il trouve dans le milieu, par exemple, si je parle des polysaccharides, je trouve, c'est-à-dire, par exemple, de l'amidon. L'amidon, elle est formée par des unités de glucose, mais il ne peut pas utiliser l'amidon sous cette forme pour qu'elle puisse exploiter cet élément nutritif. Elle a besoin de quoi? J'attends. Exactement. Elle doit le dégrader déjà en unité simple. Il ne peut pas faire rentrer tout l'amidon, toute la molécule. Donc, il doit le dégrader d'abord. Hein? Et pour le dégrader, il faut des enzymes. Hein? Donc, je répète, ou bien il va trouver ses nutriments dans le milieu sous forme simple, donc il peut l'assimiler, ou bien sous forme complexe. Dans ce cas, hein, c'est des polyosides, des protéines et ainsi de suite. Dans ce cas, il doit absolument avoir des enzymes, que ce soit extracellulaire ou intracellulaire, ça dépend des cas, pour qu'il puisse exploiter ou bien utiliser ce substrat. D'accord? S'il est complexe, s'il est simple, hein,
Pas de souci. Donc, je reviens. Les moyens, d'abord, ou bien la bactérie va utiliser directement les nutriments du milieu, quel que soit le cas simple ou bien complexe. Et il faut avoir en tête que lorsqu'ils sont complexes, il faut qu'il y ait dégradation. Hein? Sinon, elle va synthétiser ces molécules, c'est-à-dire les molécules dont elle a besoin à partir de nutriments contenus dans le milieu. D'accord? Donc, pardon. C'est-à-dire, s'il trouve ces éléments, elle va les assimiler directement dans le milieu selon le cas simple ou la complexe. Sinon, pour constituer donc, les sucres ou bien les protéines dont elle a besoin, elle doit les synthétiser. Et pour les synthétiser, il lui faut ces éléments simples. Hein? Par exemple, pour synthétiser des protéines, par exemple, les acides aminés. Pour synthétiser l'acide aminé, s'il ne se trouve pas dans le milieu et n'a pas la possibilité de l'assimiler, elle doit absolument le synthétiser. Et on sait que l'acide aminé, il a besoin, pas entre autres, je donne l'exemple d'acide aminé, il a besoin, c'est une molécule organique, donc il a besoin pour le synthétiser de quoi comme élément chimique? Des ions. Un Des acide. protéines. Non, pour synthétiser un acide aminé. Un acide aminé. Par exemple, s'il veut synthétiser, c'est juste carbone. Il y a que les molécules organiques. Il faut du carbone, il faut de l'hydrogène, il faut... Oui ou non? Oui, l'azote. D'accord, ces éléments, ils vont être intégrés pour la formation des éléments dont elle a besoin. D'accord, donc ou bien il va puiser les nutriments dans le milieu directement, ou bien il doit les synthétiser à partir des éléments contenus dans le milieu. D'accord, donc là, ce sont les deux moyens dont la bactérie peut faire pour s'approvisionner, c'est-à-dire ou bien pour se développer. Donc, on a vu la définition, l'utilité, les moyens. Maintenant, on va commencer, si vous vous rappelez, pour la définition, on a dit il y a les besoins élémentaires. D'accord? Donc, c'est quoi les besoins élémentaires? Quand vous voyez les besoins élémentaires, ils sont constitués par, on va voir, les macronutriments et il y a les micronutriments. Donc, on va commencer, je reviens. Donc, vous voyez, donc les besoins élémentaires, on a les macronutriments et on a les micronutriments. Donc, on va commencer par les macronutriments. Donc, c'est quoi les macronutriments? Est-ce que quelqu'un a une idée déjà avant de donner la définition? Parce qu'on retrouve ça même chez l'homme, chez les autres êtres vivants. Donc, vous pouvez avoir une idée sur de quoi il s'agit. Les macronutriments. Déjà, d'après leur nom, macronutriments. Donc, ce sont des nutriments qui sont vraiment nécessaires. exactement qui sont vraiment nécessaires. Quand on dit vraiment nécessaires, donc... De grosse taille. Quoi, Majeur. 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 En Sont grande comme quantité, comme c'est les ça, la protéines. quantité. Exactement. Ils sont exigés en grande quantité. Donc là, vous voyez leurs caractéristiques. Les macronutriments, ce sont des éléments nécessaires en quantité relativement importante. C'est-à-dire, la bactérie, elle a besoin de ces éléments avec des quantités qui sont importantes, bien sûr, comparativement aux autres éléments, les micronutriments. Donc, les macronutriments, on doit les fournir pour la bactérie, ou bien la bactérie exige qu'il y ait, pour se développer, une grande quantité de ces éléments qu'on va voir. Donc, ça, ce sont les macronutriments, ou bien les macroéléments. Qui peut me donner un exemple? Des Les protéines, protéines, les L'azote. lipides. des lipides et tout. S'il vous plaît, là, c'est des éléments. Hein, on ne parle pas de la protéine, voilà, une molécule, une très grande molécule. Hein, pour l'assimiler, il faut dégrader. D'accord? On parle des éléments, les éléments chimiques. D'accord? Carbone. Mademoiselle a dit l'azote. Oui, exactement. Pourquoi le Hydrogène. carbone? Oui, il y a le carbone, l'azote, l'hydrogène, on va voir l'oxygène. D'accord? D'accord? Pourquoi le carbone en premier lieu? Parce que c'est le constituant nécessaire de toutes les molécules qu'on voit dans la nature. Organique. Par exemple, la femme. C'est le, Organique. oui, organique. Organique. Effectivement, c'est le squelette de toutes les molécules organiques. Donc, c'est normal qu'on l'exige en grande quantité par rapport aux autres. D'accord? Donc, on va voir ça. Pardon. Donc, déjà,
On a vu les caractéristiques, c'est-à-dire ou bien leur définition, c'est-à-dire ils sont exigés en grande quantité. Alors là, on va voir leur nature chimique. Vous venez de citer le carbone, effectivement. Vous avez cité également l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore, le soufre, potassium, magnésium, calcium, sodium, fer. Donc, vous voyez là, il y a deux parties. On va voir plus le carbone, le soufre, et après, on a les cations. On va les voir. Donc, vous voyez là, c'est les formes dans l'environnement. Parce que le carbone, dans l'environnement, il existe sous quelle forme? Lorsqu'on parle de carbone, il existe sous quelle forme? Gaz. Gaz, c'est la forme minérale, c'est le CO2 qu'on connaît dans l'air. Sinon, il est sous forme organique, de molécules organiques. D'accord? La biomasse, les végétaux, les animaux, les fossiles, tout ça. D'accord? Donc, ou bien il est sous forme de CO2 ou bien sous forme organique. Ça, juste pour vous montrer la forme qui existe dans l'environnement. Mais les éléments concernés, c'est ça. D'accord? L'hydrogène, on le trouve sous forme dans l'eau. L'oxygène également dans l'eau ou bien dans l'air sous forme un dioxyde d'oxygène. L'azote, on le retrouve ou bien sous forme minérale comme sous forme ammoniacale ou bien nitrate ou bien sous forme organique, les acides aminés. Le phosphore sous forme minérale. Le soufre, on le trouve composé organique dans certains acides aminés, la cystéine, la méthionine, ou bien sous forme minérale, les sulfates ou l'hydrogène sulfuré. Les autres éléments, ce sont des ions. Donc, ce sont des cations. D'accord? Donc, on le trouve sous forme ionique, le potassium, magnésium, le calcium, sodium, fer. Donc, ces éléments-là, tous ces éléments qui figurent dans ce tableau, sont considérés comme des macronutriments parce qu'ils sont exigés avec de grandes quantités, des quantités qu'on peut quantifier, c'est-à-dire on met dans le milieu telle quantité et telle quantité sans quantifier. D'accord? Bien sûr, l'exigence, elle n'est pas la même, je viens de le dire, l'exigence en carbone ou la demande en carbone, ce n'est pas la même chose que l'hydrogène, ce n'est pas la même chose en oxygène, ce n'est pas la même chose que l'azote, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ensemble? C'est qu'ils sont exigés en grande quantité comparativement aux micronutriments qu'on va voir par la suite. Alors là, c'est la nature chimique. Quand on dit macronutriments, c'est ce qui existe dans ce tableau. Alors, là, on va voir les causes de ces besoins, c'est-à-dire pourquoi la bactérie a besoin de ces éléments. Qui peut répondre? Parce qu'on a donné des éléments de réponse avant. Les causes de ces besoins. Pourquoi elle a besoin de ces éléments? synthétiser les protéines. Que les protéines, c'est-à-dire la bactérie n'est faite que de protéines. Les lipides, les Pour survivre. polysaccharides. Exactement. Donc, oui, quand vous dites survivre, c'est vaste. Survivre, non, multiplier. Donc, elle a besoin, comme a dit monsieur, de synthétiser. D'ailleurs, de synthétiser certains éléments parce qu'il va se multiplier. Donc, elle a besoin de synthétiser une paroi, elle a besoin de synthétiser les enzymes, elle a besoin de synthétiser des protéines, elle a besoin de synthétiser des lipides, elle a besoin de synthétiser de l'ADN, elle a besoin de... D'accord. Donc, tous ces éléments, donc, elle a besoin de base purique, de base pyrimidique. Donc, tous ces besoins qu'on voyait, on va le voir ici, on va voir la composition chimique d'une cellule bactérienne. Quand on dit il va se développer, c'est-à-dire il va former une autre cellule bactérienne. Donc, si on veut voir comment, quels sont les besoins, on va voir une cellule bactérienne, elle est faite de quoi? Et on va savoir ses besoins, oui ou non? Oui ou non? C'est-à-dire, si on veut Oui, oui. savoir les besoins. Oui, tout à fait. Alors, donc là, ce tableau montre la composition chimique d'une cellule bactérienne. Elle est composée à 70% de poids, bien sûr, frais d'eau. D'accord? Le reste, voyez les macromolécules, c'est des protéines, c'est des polysaccharides, c'est des lipides, l'ADN et l'ARN. Bien sûr, il y a des monomères, quand même, des acides aminés, des sucres, des nucléotides et les ions organiques. Donc, la cellule, elle est constituée de cela. D'accord? Donc, pour qu'il puisse se multiplier, il doit absolument synthétiser tous ces éléments. Et voyez, tout ça, c'est des molécules déjà là. Il y a l'eau, bon, on va voir par la suite, c'est le solvant. Et puis, on a toutes ces molécules qui sont des molécules organiques. Donc, il y aura toujours, on va voir, besoin de carbone, d'hydrogène, d'azote, et les ions organiques, le reste qu'on a trouvé, le potassium, le sodium et ainsi de suite. Donc, voyez ce qui justifie que la bactérie a besoin de ces éléments. Donc, en effet, regardez, elle a besoin déjà de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, de soufre et de phosphore pour la synthèse des glucides,
des lipides, des protéines, des acides nucléiques et des coenzymes. C'est ce qu'on a. Je vais revenir vers le tableau. C'est ce qu'il y a ici. Les macromolécules. D'accord? Et puis, il a besoin, toujours, le cadre des macronutriments, les cations. Le potassium, sodium, calcium, magnésium et fer. Je vais revenir pour que vous ne perdez pas. Vous vous rappelez le tableau que je vous ai montré ici. Vous voyez, ça, ce sont tous les éléments. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore, le soufre. Jusque-là, ces éléments, tous ces éléments, ils vont contribuer à la synthèse des protéines, des acides aminés, de l'ADN, de l'ARN et tout ça. Le reste, qui sont des cations, ils vont servir à ça. C'est ce que je vous ai montré. Donc, le carbone, je répète, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le soufre, le phosphore pour la synthèse de tous ces éléments, bien ces molécules organiques. Et les cations vont servir, par exemple, le potassium et le sodium. Bon, le calcium, magnésium, oui. Alors, par exemple, le potassium et le sodium, ils interviennent dans l'équilibre osmotique de la cellule. Revenez aux notions en SM, biologie cellulaire. Donc, l'équilibre osmotique de la cellule, flaxivité de diverses enzymes, ça c'est pour le potassium et le sodium. On va le voir lorsqu'on va parler même au niveau des transports des éléments, on va voir le sodium et le potassium. Le calcium, il intervient dans l'activité de certaines enzymes. Il y a certaines enzymes qui exigent la présence du calcium pour qu'il y ait activité de cette enzyme. Et la thermorésistance des spores pour les bactéries, c'est-à-dire pour les bactéries qui sont capables de sporuler. Alors, cette thermorésistance, il y a les calciums qui interviennent dans cette résistance de la spore. Bien sûr, une résistance à la chaleur. Le magnésium, il intervient également dans l'activité de plusieurs enzymes, comme cofacteurs enzymatiques et d'autres activités. Je ne voulais pas donner beaucoup de détails. L'essentiel, c'est juste que je vous donne des notions pour que vous puissiez savoir dans quel domaine ces cations vont opérer, tout simplement. D'accord? Et finalement, le fer. Alors, le fer, il intervient dans l'activité de différentes enzymes également, surtout pour la chaîne de transport des électrons. On va le voir en détail. On a toujours des noyaux de fer, d'accord, qui sont impliqués. Donc, ces molécules, ils contiennent toujours un noyau de fer. Donc, l'exigence pour que cette chaîne, par exemple, dans l'exemple de la chaîne respiratoire, eh ben, il faut qu'il y ait du fer pour synthétiser ces molécules qui vont par la suite intervenir pour le transport des électrons. Donc là, avec ça, on a vu les macronutriments. Donc, on a vu leur nature chimique, c'est-à-dire leur définition, mais leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont exigés par la bactérie en grande quantité. Également, leur nature chimique, donc il s'agit du carbone, de l'hydrogène, d'oxygène, d'azote, ce qu'on a vu en plus des cations. On a vu le rôle, pourquoi la bactérie elle a besoin de ces éléments. On a dit que pour le carbone, l'oxygène, l'azote, le phosphore, le soufre, c'est pour la synthèse des molécules organiques qu'on connaît. Et pour les cations, c'est selon le cas, l'équilibre osmotique ou bien l'activité des enzymes et bien sûr le cas du calcium, la thermorésistance des spores. Donc là, c'est en général ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la partie comment la bactérie s'approvisionne de ces éléments? C'est bon, donc pas de nouvelles, bonne nouvelle. Si j'ai pas de réponse, donc je passe. Donc la couverture de ces besoins, c'est-à-dire à partir de quoi les bactéries vont assurer ces besoins, selon les éléments. On va voir chaque élément à part. D'accord? Donc, je vais... D'accord. Donc, la couverture de ces besoins. Vous me suivez toujours? Oui, madame. Oui. Alors, on va commencer par l'hydrogène et l'oxygène, les deux en même temps. C'est-à-dire comment la bactérie arrive c'est-à-dire à couvrir ses besoins en hydrogène et en oxygène. Généralement, c'est à partir de quoi? On l'a vu, les formes qui existent dans l'environnement. Vous vous rappelez? De l'eau. Oui, exactement, de l'eau, H2O. Donc là, l'importance de l'eau pour
Bien sûr, donc le جعلنا من الماء كل شيء حي pour tous les êtres vivants. Là, on parle dans le cas des bactéries. Donc, il montre que normalement, pour avoir de l'hydrogène, de l'oxygène, il faut absolument, hein, il est disponible à partir, il peut le couvrir ou bien il peut s'approvisionner à partir des molécules d'eau qui sont essentielles à toute croissance bactérienne. Ça, tout le monde le sait. D'accord? Donc, on va commencer par les besoins en eau. Donc, les besoins en eau. Déjà, pourquoi l'eau, elle est nécessaire? Hein? Pourquoi elle est nécessaire en général? Parce que, d'abord, il y a les réactions cellulaires d'hydrolyse, c'est-à-dire il intervient, c'est-à-dire on ne peut pas avoir hydrolyse. Quand vous avez vu les milieux de culture, quand vous hydrolyse, aqueuse, hydrolyse, hein, ça, c'est-à-dire ces milieux de culture, bien ces réactions ne vont pas avoir lieu s'il n'y a pas de l'eau. Donc, une réaction d'hydrolyse, c'est comme ce que vous voyez ici. Le lactose, qui est un sucre, un dioloside, en présence d'eau, il va donner le glucose et le galactose. Donc, les réactions cellulaires d'hydrolyse exigent la présence de l'eau. Également, l'eau, elle est très importante, surtout ça, parce que c'est un solvant des constituants cellulaires. C'est-à-dire, toutes les réactions ne peuvent pas avoir lieu s'il n'y a pas ce solvant, cette eau. De même, le transport des nutriments, les nutriments qui vont entrer dans la cellule, ils ne vont pas se faire à l'état de poudre. On ne va pas trouver un élément il va être solubilisé dans l'eau pour qu'il puisse entrer. Donc, l'eau, on doit avoir de l'eau pour qu'il y ait entrée des nutriments, pour qu'il y ait réaction d'hydrolyse, pour que la cellule s'approvisionne en nutriments et que beaucoup d'activités aient lieu dans le milieu. Donc là, ce qui montre la nécessité de l'eau. Hein. Quand je dis l'approvisionnement, bien sûr, y compris l'hydrogène et l'oxygène. Alors, il y a un paramètre qui montre la disponibilité de l'eau dans un milieu. Parce que là, on dit que la bactérie, pour qu'elle puisse se développer, il faut qu'il y ait de l'eau. D'accord? Comment je vais savoir? Est-ce qu'il y a combien il y a de l'eau? Est-ce que cette eau est disponible pour la bactérie? Donc là, il y a un paramètre qui nous renseigne sur cette information, c'est l'activité en eau. En anglais, c'est l'activity water, AW. Vous l'avez vu en TD. Oui ou non? Vous avez fait le TD. Vous avez vu l'activité en eau. Les conditions de culture. Mhm. Oui, j'attends une réponse. Ah oui, oui, vous l'avez vu. Non. Bon, ceux qui l'ont vu. C'est quoi l'activité en eau? C'est quoi? J'ai du mal à suivre ici. Vous n'arrivez pas à voir? Attendez. C'est bon? Vous arrivez à voir maintenant? Oui, madame. L'écran, il est pas... Oui, Ah bon, madame, c'est d'accord. D'accord. Donc, on continue. Alors, l'activité en eau, vous l'avez vu en TD. De toute façon, je ne vais pas y revenir. C'est juste pour un petit peu, c'est le rapport entre la pression, pardon,
C'est le rapport entre la pression partielle de l'eau d'un milieu ou bien d'un aliment sur l'eau pure. Normalement, c'est la formule. C'est une valeur entre 0 et 1. Et pour la calculer, on utilise cette formule-là, hein, le nombre de moles du solvant, qui est l'eau, sur le nombre de moles du solvant plus le solide. Si on a le cas du NaCl, ou bien le saccharose, ou bien le glucose, ça dépend. Donc, je pense qu'il y aura même des exercices là-dessus en TD. Donc là, c'est un paramètre que vous avez vu. Donc, je vais vous donner juste une idée pour savoir ce que c'est. Vous savez, par exemple, la confiture, tous, vous savez, la confiture, normalement, on la conserve où? Un pot de confiture, vous la trouvez où? Pour la conserver. Quand vous l'achetez à partir, elle est déposée où? Des bouteilles en verre. Oui, oui, mise dans des bouteilles en verre. Ces bouteilles en verre, est-ce que vous les prenez le réfrigérateur ou bien juste à température ambiante? Elle est conservée à température ambiante. Conservé à température ambiante. D'accord, température ambiante, c'est-à-dire on n'a pas besoin de froid et tout ça. D'accord. Alors, cette confiture, elle est faite bien sûr de fruits, de sucre et d'eau. Hein? Il y a une grande quantité d'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau dans c'est-à-dire cette confiture, est-ce qu'il contient de l'eau? Non. Pour savoir si un composé contient de l'eau ou pas, on peut le mettre par exemple à une température pour l'évaporer, par exemple à 100 degrés, d'accord? Fouad l'étuve et on va voir. Après, ça sèche, d'accord? Si ça se sèche, ça veut dire hein, qu'il contenait de l'eau, tout s'est évaporé. Donc, il y a de l'eau. La preuve, si vous laissez, par exemple, je ne sais pas, un flacon qui est ouvert ou bien même fermé pendant longtemps, à un certain moment, vous trouvez hein, qu'il s'est asséché et la quantité, elle est très faible au fond. Ça veut dire qu'il y avait de l'eau. Mais le problème dans la confiture, c'est que cette eau qui est à l'intérieur, c'est-à-dire bien, elle est liée avec les molécules de sucre. Il n'est pas disponible pour les bactéries. De ce fait-là, on n'a pas besoin de conserver, je ne sais pas, à une température de 4 degrés. On peut laisser parce que les bactéries ne vont pas se développer, parce que la quantité d'eau disponible pour leur développement n'est pas là, hein, très faible. Il ne permet pas la croissance bactérienne. C'est pour ça, là, c'est un paramètre qui est très important dans l'industrie agroalimentaire à déterminer, parce que c'est ce qui détermine est-ce que cet aliment va être conservé à température ambiante dans les conditions normales ou bien il faut absolument qu'on le mette dans le réfrigérateur pour diminuer la croissance bactérienne et ainsi de suite. Vous voyez, les aliments frais, hein, il y a beaucoup d'eau hein, qui est disponible, donc il faut les mettre qui a une durée de conservation et à une température qui est très basse. La confiture, les éléments qui sont secs, hein, les produits lyophilisés, tout ça font que la quantité d'eau qui est libre, il y a de l'eau, mais cette eau, il doit être libre pour que la bactérie hein, puisse se multiplier. Donc, comme le cas qui la confiture, qui est de l'eau, mais qui est liée avec des sucres, donc les bactéries ne peuvent pas se développer. Et si vous introduisez, je ne sais pas, une cuillère qui est humide, d'accord? Vous ramenez de l'eau. Si vous fermez, vous pouvez avoir de développement. C'est vrai, mais chez les bactéries en premier lieu, il y a les levures qui sont moins exigeants pour l'eau. Donc, mais il y a des micro-organismes qui peuvent se développer parce que vous avez ramené de l'eau qui est libre. D'accord? C'est la même chose dans les produits qui sont salés. D'accord? Le salage. Hein, c'est pour diminuer cette activité en eau. Donc là, vous allez, je ne sais pas, ceux qui l'ont vu, ça va, les autres, ils peuvent voir plus en détail en TD. Donc, l'activité en eau, c'est un paramètre qui nous donne une idée sur l'eau disponible pour le développement des bactéries. Si cette eau est très faible, les bactéries ne peuvent pas se développer. Donc, ça, c'est juste pour montrer l'importance de l'eau et ce paramètre qui donne cette notion d'eau libre. Hein. Alors là, c'est pour l'eau. Maintenant, les besoins en carbone. Alors, pour que la bactérie s'approvisionne en carbone, quelles sont les formes de carbone qui existent dans l'environnement et que les bactéries peuvent utiliser? Ou bien déjà, quelles sont les formes qui existent dans l'environnement? On l'a déjà mentionné. Le CO2, c'est-à-dire la forme gazeuse, ou bien Le carbone organique.
organique, tout simplement, exactement. Donc, les sources de carbone, déjà le carbone est l'élément constitutif le plus abondant, c'est les bactéries. Donc, 50% de la biomasse cellulaire est faite de carbone, d'accord? Donc, selon la source de carbone, la bactérie, il y a certaines bactéries qui peuvent utiliser le CO2, ce que vous venez de dire, hein, ils utilisent le CO2 comme seule source de carbone, donc c'est le carbone inorganique. Ces bactéries s'appellent les autotrophes. Donc, quels sont les autres êtres vivants que vous connaissez qui peuvent utiliser le CO2 sous forme de CO2, sous forme inorganique? Bah, les plantes. Les plantes, parce qu'ils font la photosynthèse. On va voir en détail lorsqu'on va parler. Madame, les cyanobactéries. Les cyanobactéries, très bien, parce que les cyanobactéries, c'est des bactéries, d'accord? Moi, j'ai d'autres êtres vivants, mais c'est bien. Les cyanobactéries, ils fixent le CO2 et bien sûr les plantes. Donc, ce mode d'utilisation de carbone sous forme de Les CO2, algues bleues. on parle, oui, exactement, les algues, oui. Donc, sont des autotrophes. Donc, il y a des bactéries, parce que ça, c'était en général. Nous, on parle des bactéries. Donc, les bactéries qui sont capables d'utiliser le CO2 comme seule source de carbone s'appellent des autotrophes. On va voir ça plus en détail. Les autres sont des hétérotrophes parce qu'ils utilisent l'autre forme, qui est la forme organique, tout simplement. Donc, selon la source de carbone, on a deux types de bactéries, les autotrophes et les hétérotrophes. Les autotrophes utilisent le carbone sous forme inorganique, et la forme inorganique, c'est le CO2, et les hétérotrophes qui ne peuvent pas utiliser cette forme inorganique, qui ne peuvent utiliser que le carbone, que la matière organique, c'est-à-dire le carbone contenu dans la matière organique, ce sont les hétérotrophes. Alors nous, on est les humains, on est des Hétérotrophes. Les hétérotrophes. tout simplement. Hein? Donc là, c'est très important parce qu'on va parler du type trophique. Et ben, la source de carbone fait partie des éléments à prendre en charge pour déterminer le type trophique. C'est bon pour le carbone? Donc, on passe besoin en azote. Vous voyez maintenant, qu'est-ce que je défile? Je défile les éléments, les macronutriments. Le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, on en a parlé, la molécule d'eau. Maintenant, on va voir l'azote. D'accord? Alors, je répète, les formes d'azote. On a vu les formes d'azote qui existent dans l'environnement parce que la bactérie, lorsqu'il va c'est-à-dire synthétiser, parce que l'azote, il est impliqué dans la synthèse des acides aminés, des protéines, des acides puriques, pyrimédiques, et ainsi de suite. D'accord. Alors, pour s'approvisionner, bah, il va s'approvisionner dans l'environnement. Quelles sont les formes qui existent, les formes d'azote qui existent dans l'environnement? Oui, quelqu'un peut répondre? L'azote atmosphérique. Exactement, l'azote moléculaire sous forme de gaz, le N2. Quoi encore? Les Inorganique. acides aminés. On peut le trouver dans Inorganique. les sources organiques, dans les acides Oui. aminés. Exactement, monsieur. Les acides aminés oui, les acides aminés, d'accord? Parce qu'ils contiennent de l'azote. Donc, c'est l'azote organique. L'azote inorganique, mademoiselle a cité l'azote moléculaire, N2, et il y a minéral, c'est-à-dire, comme exemple, ammoniacal et nitrate. Ça, on l'a vu dans le tableau. Vous pouvez revenir. Donc, on va voir comment les bactéries se j'ai du mal à voir si vous faites le chat, parce que je suis en diaporama, je ne peux pas vous voir, donc c'est pour ça que j'exige que vous parlez. Hein. Donc, les besoins en azote. Donc déjà, l'azote, on a dit que pour le carbone, il représente 50% de la biomasse cellulaire. L'azote, c'est 10%. Vous vous rappelez, lorsque j'ai parlé la première fois, j'ai dit que c'est vrai, ce sont tous des macromolécules, mais l'exigence, ce n'est pas la même. C'est pas la même. Entre eux, ce n'est pas la même. D'accord? Donc, comme vous venez de dire, les sources d'azote, ça peut être des composés inorganiques, comme l'ammonium, le NH4+, ou bien les nitrates, ou bien les nitrates. C'est-à-dire les bactéries peuvent utiliser l'azote qui existe sous forme ammoniacale,
hein, le NH4+, ils peuvent, s'ils le trouvent dans le milieu, ils l'utilisent, ou bien sous forme de nitrate, ou bien de nitrite. Hein. Bien sûr, dans ce dernier cas, il faut que la bactérie ait une enzyme, il y a la nitrate réductase, parce qu'il va le réduire en ammoniac pour pouvoir l'introduire. Parce que la forme qui existe au niveau de l'acide aminé, c'est une forme qui est réduite, le NH3. Vous vous rappelez? Hein? Le radical, vous voyez l'acide aminé. D'accord? Donc, même s'il l'utilise, là, s'il le prend sous cette forme, il va l'intégrer directement parce que déjà, c'est une forme réduite, alors que là, c'est des formes qui sont oxydées. Donc, si la bactérie possède la nitrate réductase, il va le transformer en forme réduite pour pouvoir l'intégrer pour la synthèse des acides aminés. Vous comprenez? Donc, je répète, il y a des bactéries qui peuvent utiliser la source d'azote, c'est-à-dire qui est sous forme inorganique, à savoir l'ammonium ou bien nitrate nitrite avec la condition d'avoir la nitrate réductase. Également, à part les composés inorganiques, vous venez de citer, il y a les sources organiques. Les sources organiques, c'est quoi? C'est les acides aminés, c'est les protéines, c'est les peptones, c'est l'urée, c'est les bases azotées. D'accord? Donc, il y a des bactéries qui ne peuvent utiliser l'azote que sous cette forme organique. C'est-à-dire, il exige qu'il y ait des acides aminés dans le milieu de culture pour qu'ils puissent se développer. Ils ne peuvent pas utiliser l'ammoniac. Vous voyez, vous vous rappelez lorsque j'ai dit que les micro-organismes et les bactéries, ils colonisent presque tous les écosystèmes et j'ai dit qu'il y a une diversité métabolique. Hein, c'est-à-dire, ils peuvent utiliser pas mal de choses. D'accord? Donc, vous voyez ici, c'est-à-dire, on a des bactéries qui peuvent utiliser un composé sous sa forme inorganique, d'autres qui peuvent l'utiliser sous sa forme organique, d'autres qui peuvent utiliser les deux, selon les cas. D'accord? Donc là, je vous donne tout ce qui peut se passer. Donc là, on revient à la forme d'azote. Inorganique, sous forme ammoniacale, ou bien sous forme de nitrate nitrite, à condition que la bactérie possède la nitrate réductase. S'il ne le possède pas, il ne peut pas assimiler sous cette forme. D'accord? Donc, il doit avoir autre chose. Ou bien sous forme organique, c'est-à-dire acides aminés, protéines, peptones, urée, base azotée. Pourquoi c'est très important d'avoir ça? Quand vous allez voir les milieux de culture, on voit la composition du milieu de culture. On va retrouver ces éléments. Et à partir de la composition du milieu de culture, hein, vous allez voir le rôle. C'est-à-dire vous devez être capable de déterminer le rôle de chaque composé. On va voir en TP, préparation du milieu de culture. Normalement, vous trouvez, je ne sais pas, le glucose. Eh bien, le glucose, c'est une source de carbone et ainsi de suite. Par la suite, on peut un petit peu s'entraîner à faire ça. Donc là, vous voyez, donc, la source organique, c'est des acides aminés. Si vous trouvez des acides aminés dans le milieu de culture, la composition, ça veut dire que la bactérie qu'on va isoler, il exige qu'il y ait cet acide aminé. Hein, il ne peut pas utiliser l'azote sous forme ammoniacale. Alors, on a vu la composée organique, l'azote sous forme inorganique et la sous forme organique. Qu'est-ce qui nous reste? Quelle forme? Moléculaire. Exactement, l'azote moléculaire. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand j'ai parlé de l'importance des bactéries, dans l'importance d'étudier les bactéries, je vous ai dit qu'ils avaient des activités uniques. Alors, et j'ai cité l'utilisation de l'azote. Oui ou non? J'ai utilisé. Oui. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, l'utilisation de l'azote, hein, où j'ai dit que c'est très important parce qu'on a 80% de l'azote. On a vu l'importance de l'azote comme macronutriment. Il intervient dans la synthèse des acides aminés, des protéines, des bases puriques, c'est-à-dire de l'ADN, de l'ARN et tout ça. Donc, c'est très important comme élément pour tout être vivant, encore plus pour les bactéries, là. D'accord? Donc, et au niveau de l'air, on a l'azote à 80%. Et pourtant, hein, on ne peut pas l'utiliser parce que nous, en tant qu'humains, est-ce qu'on peut l'utiliser directement? On va respirer l'azote qui existe dans l'air quand on va entrer avec l'oxygène et on peut synthétiser nos acides aminés. Non, parce qu'on n'a pas les enzymes et l'arsenal enzymatique pour pouvoir ça. Eh bien, les bactéries, ils peuvent faire ça. Certaines bactéries, bien sûr, pas toutes, hein, peuvent faire ça, c'est-à-dire utiliser pour voir l'importance de ces bactéries. C'est pour ça que certaines bactéries font une symbiose, certaines plantes, pardon, font une symbiose avec ces bactéries. Donc, l'azote moléculaire. Donc, il y a des bactéries qui font une fixation directe. Hein? Et c'est des bactéries qui vivent à l'état libre. On les trouve dans le sol, azotobactères. Hein, le genre azotobactère, vous pouvez faire une recherche là-dessus si vous voulez avoir plus de détails. Et ben, ces bactéries qui existent au niveau du sol peuvent fixer directement l'azote
et bien sûr synthétiser leur ammonium ou le transformer sous forme ammoniacale et l'intégrer bien sûr dans les acides aminés ou bien dans c'est-à-dire dans les éléments dont il a besoin. Donc les bactéries qui fixent l'azote moléculaire directement et qui vivent à l'état libre, c'est-à-dire indépendant, une bactérie peut faire ça. Hein, sans le genre le plus connu, c'est Azotobacter. D'accord? Il y a d'autres qui font cette fixation, mais sous forme symbiotique. C'est ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils le font, ce sont des bactéries qui vivent en symbiose avec les légumineuses. Vous savez, les légumineuses, hein, comme le pois chiche, comme le petit pois, hein, hein, tous ces plantes, dans leurs racines, si vous avez l'occasion un petit peu de voir ça, au niveau du racine, vous allez voir des nodules. Alors, ces nodules, ce sont des bactéries qui se développent euh, avec ces légumineuses. Et tous les deux, hein, une fois qu'il y a cette symbiose, ces bactéries deviennent capables de fixer l'azote atmosphérique et bien sûr le donner par la suite à la plante parce que la plante elle a besoin sous forme ammoniacale. Et bien sûr, en échange, la bactérie va avoir les éléments nutritifs au niveau de la plante. Donc, c'est une forme de symbiose entre la bactérie et le genre le plus connu, c'est le genre Rhizobium. Et bien sûr, il y a, mademoiselle a dit tout à l'heure, les cyanobactéries, effectivement, ils font une fixation dans les hétérocystes. On va voir les images tout de suite. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, il y a les bactéries libres, azotobactères. Hein, là, c'est un exemple, vous voyez, c'est ces bactéries-là qui vivent à l'état libre et qui sont capables de fixer l'azote atmosphère, l'azote qui existe dans l'air. Et leur rôle, il est très important dans le sol parce qu'ils vont le fertiliser. Donc, on va se retrouver au niveau du sol qui contient ce genre de bactéries, va être très fertile, c'est-à-dire il contient une forme d'azote qui est métabolisable par les plantes. Parce qu'au niveau du sol, un sol fertile, c'est par rapport aux plantes pour qu'ils puissent puiser leurs nutriments. Donc, lorsque le sol contient ce type de bactéries qui font cette fixation directe de l'azote, il y aura beaucoup de forme ammoniacale bien nitratale et qui peut être utilisé par les plantes. Donc, le sol il sera très riche. Donc là, ce sont les bactéries libres. Le deuxième type de bactéries qu'on vient de citer, ce sont ceux qui vivent en association avec les légumineuses. C'est le genre Rhizobium. C'est ce que je viens de vous dire. Là, c'est une image qui montre les racines d'une légumineuse et le Rhizobium, bien les bactéries qui font la fixation d'azote, ce sont ceux qui sont dans ces nodules rouges. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que là, c'est très, quand même, cette fixation, surtout symbiotique, et nécessite beaucoup d'exigences. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Pour vous, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des bactéries qui peuvent faire fixer l'azote atmosphérique, mais sous forme symbiotique, lorsqu'ils sont en association avec certaines plantes, comme le cas des légumineuses et du genre Rhizobium. Alors, le dernier type de bactéries qui peuvent fixer l'azote sous sa forme moléculaire, comme a dit mademoiselle tout à l'heure, ce sont les cyanobactéries. Donc, ce sont des bactéries qu'on retrouve dans le milieu aquatique, surtout. Donc, et bien sûr, ils font cette fixation dans certaines cellules qui sont très spécifiques, qui sont les hétérocystes. D'accord? Parce que ces cyanobactéries, c'est des bactéries, mais qui forment des filaments. Vous voyez, certaines vont se transformer en hétérocystes pour pouvoir fixer l'azote lorsqu'il fait défaut dans le milieu. Donc, ils peuvent le fixer à partir de l'air. Et bien sûr, ce qui fait que cet micro-organisme sera plus compétitif par rapport à d'autres, puisqu'il peut s'approvisionner directement de l'air par rapport à d'autres qui doivent l'avoir sous forme minérale ou bien sous forme organique. D'accord? C'est bon pour l'azote? Oui, madame. C'est bon. Comme j'ai dit, s'il y a des questions, vous pouvez toujours les poser oralement. Sinon, vous m'écrivez par la suite et on peut discuter. D'accord? Alors, donc, la source d'azote. Donc, on a vu le carbone, on a vu l'eau, on a vu le carbone, on a vu l'azote, d'accord? Avec les différentes formes. Maintenant, on va voir le soufre. Vous voyez, c'est la même chose qui se répète. C'est la forme organique et la forme générale minérale. Donc, pour le soufre, vous voyez, donc, vous voyez, le soufre,
Donc, il sert à quoi? On l'a dit pour la synthèse des acides aminés soufrés, parce que c'est pas, tous les acides aminés n'ont pas cet élément dans leur constitution. Il n'y a que les acides aminés soufrés, le méthionine, la cystéine, hein, qu'on retrouve surtout ces acides aminés dans les protéines de la peau, du collagène et dans la kératine, hein, des cheveux. Donc, c'est pour ça que le soufre il est exigé de façon moindre par rapport à l'azote et aux autres éléments. Voyez. Donc, il intervient, comme je dis, dans la synthèse des acides aminés soufrés et comme coenzyme. D'accord? Donc, sous sa forme minérale, on le trouve sous forme de sulfate, c'est-à-dire les bactéries peuvent l'utiliser sous forme de sulfate, SO4-. Donc, là, encore une fois, quand vous aurez l'occasion de voir en composition de milieu, vous allez voir les sulfates 2. Les sulfates 2, donc vous savez que normalement, il est utilisé dans le milieu pour apporter la source de soufre pour la bactérie, pour qu'elle puisse se développer. Également, il peut être utilisé par les bactéries sous forme de sulfure, sulfure d'hydrogène H2S ou bien d'autres sulfures, par les bactéries sulfureuses. On va le voir lorsqu'on va voir les bactéries photosynthétiques. On va parler de bactéries qui peuvent utiliser ce type de cette forme. D'accord? Donc, ou bien ils peuvent l'utiliser sous forme minérale, ou bien sous forme organique. C'est-à-dire qu'il y a certaines bactéries qui exigent que le soufre soit disponible sous forme organique. Organique, donc les acides aminés soufrés, la cystéine et la méthionine. Quand vous trouvez dans la composition du milieu de culture, des milieux de culture pour les bactéries, la présence de cystéine ou la méthionine, généralement, donc ça veut dire que cette bactérie, elle exige que cet élément soit fourni sous forme organique. D'accord? Alors, il nous reste le phosphore. Alors, le phosphore, la même chose, ou bien il va être utilisé sous forme de phosphate, ou bien orthophosphate, des ions minéraux. Là encore, la composition de milieu, vous voyez tout ça. Donc, il y a les ions sous forme minérale ou bien sous forme organique. Alors, pour que la bactérie puisse utiliser la forme organique qui est les esters, il faut qu'il possède quand même une enzyme. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, la phosphatase alcaline. Mais l'essentiel pour moi, c'est que vous sachiez que le phosphore peut être fourni à la bactérie ou bien il peut l'exiger sous forme minérale. Certaines peuvent même l'exiger sous forme organique, tout simplement. Alors, donc avec ça, on a terminé surtout les formes exigées pour les macronutriments qui vont intervenir dans la synthèse des éléments. Les cations, on a donné leur rôle, d'accord? Donc, on a donné leur rôle. Oui. Ils contribuent, comme on a dit, pour la plupart, pas pour la synthèse, mais juste pour comme activité enzymatique, comme cofacteurs et d'autres choses. Donc là, avec ça, on termine avec les macronutriments. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie avant d'entamer les micronutriments? C'est que ce sont des notions qui sont assez simples pour le moment. C'est juste la base pour que vous puissiez comprendre ce qui va venir. C'est bon? Je passe? Oui, madame. Oui, madame. Alors, les micronutriments, on a vu les macronutriments, on a vu leurs caractéristiques. On va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va voir les caractéristiques, la couverture des besoins, ainsi de suite, la même procédure. Alors, c'est quoi la définition des micronutriments? Là, vous pouvez répondre. On a vu... Ce sont Oui? des nutriments exigés par la bactérie en faible quantité. C'est le contraire, je pense, de macronutriments. Tout simplement, parce que les macronutriments, j'ai dit, on peut les quantifier, on peut les peser. Les micronutriments, c'est vraiment presque à l'état de trace, des micro-éléments. Exactement. Donc, ce sont des éléments nécessaires en quantité très faible, vraiment à l'état de trace même. D'accord? Alors là, ce sont leurs caractéristiques. Alors, leur nature chimique, il s'agit de quel type?
les éléments concernés, qu'on appelle micro-éléments bien micronutriments, ce sont les oligos, on parle même d'oligo-éléments, ce sont des métaux. D'accord? C'est quoi? Ce sont le cobalt, le zinc, le molybdène, le cuivre, le manganèse, le nickel, le bore, le chrome, le sélénium, le tungstène. Vous voyez? Donc, ce sont des métaux hein, qui sont essentiels dans la nutrition bactérienne, mais à l'état de trace, tout simplement. D'accord? Donc là, ce sont les... Alors, la couverture les causes de ces besoins. Pourquoi? Comme tout à l'heure, carbone, hydrogène, azote, il a besoin de les causes de ces besoins, c'est parce qu'il synthétise tel élément et tel élément. La même chose ici, cause de ces besoins, ils sont souvent nécessaires en tant que cofacteurs enzymatiques. Vous savez que les enzymes, pour qu'ils catalysent une réaction, ils ont besoin de cofacteurs, de ces métaux. Hein, ce n'est pas les coenzymes. Les coenzymes, c'est des molécules organiques qui vont faire le travail avec l'enzyme. Maintenant, c'est les cofacteurs. Hein, c'est des métaux hein, qui doivent exister hein, avec l'enzyme pour qu'ils puissent avoir, ou bien pour qu'ils fassent son activité. Alors, ces éléments, ils vont contribuer à la catalyse de la plupart des réactions de synthèse, bien sûr, via les enzymes, ou bien on parle avec les enzymes. Également, ils contribuent au maintien de la structure des protéines, ils stabilisent certaines protéines, d'accord? Ils vont assurer la mobilité de certains transports transmembranaires. Donc là, c'est en général les champs d'intervention ou bien pourquoi la bactérie a besoin de ces éléments à l'état de trace. Ils peuvent contribuer à la synthèse de substances spécifiques, par exemple des pigments, parce qu'on a des bactéries qui sont pigmentées, certaines bactéries pigmentées, donc ils peuvent intervenir dans la synthèse de ces pigments, ou bien les toxines, il y a des bactéries qui agissent dans la pathogénicité, se fait via des toxines, donc ces toxines, leur synthèse peut exiger la présence de ces éléments, pas tous éléments à la fois, mais certains, et les vitamines, la même chose. Donc, vous voyez, donc là, c'est pourquoi la bactérie elle a besoin de ces éléments parce qu'ils interviennent dans ces champs, la catalyse des réactions de synthèse, pour récapituler, le maintien de certaines structures protéiniques, pour assurer la mobilité de certains transports transmembranaires et pour la synthèse de certaines substances spécifiques. Donc là, ce sont les causes de ces besoins. Je récapitule. On a vu les caractéristiques, ou bien leur définition, c'est quoi les micronutriments. On a vu leur nature. Il s'agit d'oligo-éléments, surtout des métaux, le cobalt, le nickel et ainsi de suite. Et les causes de ces besoins, pourquoi la bactérie a besoin de ces éléments à l'état de trace, parce qu'ils assurent ses fonctions. Maintenant, comment il va s'approvisionner, comme tout à l'heure. Pour les éléments, on a vu le type, tel type et tel type. Donc maintenant, ses besoins. Alors, ce qui est particulier pour ces micronutriments, on n'a pas besoin de les rajouter dans le milieu de culture parce que ils sont déjà les impuretés de l'eau. Parce que lorsqu'on prépare un milieu de culture, on va mettre les ingrédients, hein, par exemple le milieu déshydraté, on va voir ça en détail en TP, d'accord, et on va rajouter de l'eau. Et bien déjà, c'est eau, hein, elle est stérile, mais la composition chimique, déjà on trouve ces éléments à l'état de trace. Ils sont suffisants pour la croissance, pour le développement ou bien pour assurer les besoins des bactéries en ces éléments. On n'a pas besoin de les rajouter. Les impuretés qui existent dans l'eau, les impuretés qui existent dans les composants chimiques qu'on utilise, les impuretés qui existent même dans le verre, hein, elles sont assez suffisants pour couvrir les besoins des bactéries dans l'huile. C'est pour ça qu'on ne va pas rajouter du cobalt, on ne va pas rajouter, parce que vraiment, ils ont besoin en état de trace. Et ces impuretés suffisent à couvrir les besoins. C'est bon pour ce dernier point? Oui, madame. D'accord. Donc, on a vu les besoins élémentaires, je récapitule toujours. Les besoins élémentaires, ce sont les macronutriments et les micronutriments. On a vu pour chaque type, que ce soit les macronutriments ou bien les micronutriments, on a vu leurs caractéristiques, on a vu pourquoi la bactérie, les causes de ses besoins, pourquoi la bactérie a besoin de ces éléments et parce qu'il assure telle ou telle chose, on a vu ça en détail, et comment il
va couvrir ses besoins, c'est-à-dire il va les former, sous quelle forme il va les utiliser. Hein, il va couvrir, par exemple, sous forme minérale, sous forme organique. Hein. Pour les micronutriments, on a dit la bactérie se contente des impuretés. On peut trouver ces éléments dans les impuretés de l'eau et des produits qu'on utilise. Donc, on n'a pas besoin de les rajouter dans le milieu de culture. Donc, avec ça, on termine la première partie concernant, concernant les besoins élémentaires et on va passer aux besoins spécifiques. Parce que quand je dis besoins élémentaires, c'est-à-dire c'est des besoins, toutes les bactéries en ont besoin pour se développer. Mais il y a des besoins qui sont spécifiques à certaines bactéries. Hein, ils ne sont pas exigés par toutes les bactéries. Alors, quels sont ces besoins spécifiques? Déjà, la définition, c'est quoi? Hein? Donc, les besoins spécifiques sont les facteurs de croissance. D'ailleurs, vous voyez ici, sont les facteurs de croissance. C'est quoi les facteurs de croissance? C'est des molécules organiques déjà. Hein? Pour être clair, c'est une molécule organique. Ce n'est pas minéral, ce n'est pas métal, c'est pas... Hein? Un facteur de croissance, c'est une molécule organique spécifique. Vous voyez, tout ce qui est en rouge, ça veut dire que c'est très important de l'assimiler. Ou bien, oui. Donc, molécule organique spécifique indispensable à la croissance d'un micro-organisme. Hein? Donc, c'est un métabolite essentiel qu'il ne sait pas synthétiser et qui doit donc nécessairement trouver dans le milieu de culture. Donc, je récapitule. Les besoins spécifiques, on parle de facteur de croissance. C'est quoi un facteur de croissance? C'est une molécule organique, hein, spécifique, bien particulière, on va voir, qui est indispensable à la multiplication. C'est-à-dire, si la bactérie n'a pas cette molécule organique dans le milieu, elle ne va pas se multiplier. Pourquoi elle ne va pas se multiplier? Parce qu'elle est incapable de la synthétiser. La kangolo, c'est un besoin qui est spécifique. C'est-à-dire, certaines bactéries ne peuvent pas synthétiser certaines molécules. Dans ce cas, il est indispensable de les rajouter dans le milieu. Et c'est un facteur de croissance. On peut le connaître comme un facteur de croissance dans ce cas. Donc, je reprends. Un facteur de croissance, c'est une molécule organique spécifique indispensable à la croissance d'un micro-organisme qu'il ne sait pas synthétiser, d'accord? Et qui doit donc nécessairement être fourni dans le milieu ou bien qu'il doit trouver dans le milieu de culture. Donc, c'est ça la définition d'un facteur de croissance. C'est la définition. Quels sont ces facteurs de croissance? Leur nature et leurs caractéristiques. C'est quoi un facteur de croissance? Sa définition, c'est une molécule organique. Mais c'est quoi exactement? On va voir. Donc, dans cette catégorie de facteurs de croissance, il y a les acides aminés, il y a les vitamines et il y a les bases puriques et pyrimidiques. C'est-à-dire qu'il y a certaines bactéries, pour reprendre la définition, il y a certaines bactéries, par exemple le cas de l'acide aminé, qui ne peuvent pas synthétiser un certain acide aminé. Ils ne peuvent pas le synthétiser. Dans ce cas, même si vous lui donnez les éléments de base, le carbone, l'hydrogène et tout ça, il ne peut pas le synthétiser, certaines bactéries. Dans ce cas, cet acide aminé, parce qu'il ne peut pas c'est-à-dire former ces protéines, c'est la pas cet acide aminé. D'accord? Donc, il faut absolument qu'on lui donne cet acide aminé dans le milieu, sinon, il ne peut pas se développer. Dans ce cas, cet acide aminé, c'est un facteur de croissance pour cette bactérie. Donc, pour revenir à la définition, c'est une molécule, cet acide aminé va être, c'est une molécule qui est spécifique, hein, que le microbe ne peut pas synthétiser et elle est indispensable. Donc, elle doit absolument être présente dans le milieu de culture. Donc, ce facteur de croissance peut être un acide aminé, peut être une vitamine. D'ailleurs, dans le milieu de culture, certains milieux de culture, vous trouvez vitamine. Hein, certains types de vitamines. Ça veut dire que la bactérie ne peut pas le synthétiser. Il faut qu'on lui donne ce facteur de croissance pour se développer. La même chose, les bases puriques et pyrimidiques. D'accord? Donc là, c'est les facteurs de croissance, leur nature. Je récapitule. Ou bien c'est un acide aminé, c'est une vitamine, ou bien des bases puriques. Alors, les caractéristiques, parce que là, c'est leur nature. C'est quoi? De quoi il s'agit? Leurs caractéristiques, c'est que ces facteurs de croissance, ils ont une action à faible concentration. C'est-à-dire, lorsqu'on va les rajouter dans le milieu,
on le rajoute à des concentrations qui sont très faibles. Vous savez, ça, les vitamines, même nous, donc lorsqu'on consomme des vitamines, c'est avec des concentrations qui sont très, très faibles, d'accord? Donc, leur action, la caractéristique de ces facteurs de croissance, c'est qu'ils aient une action à faible concentration. Et l'autre caractéristique, c'est qu'ils sont spécifiques. Spécifiques quand même. C'est-à-dire, un acide aminé bien particulier spécifique à certaines bactéries. D'accord? C'est pas un acide aminé dont a besoin toutes les bactéries. Donc, la spécificité et l'action à une concentration qui est très faible, ce sont deux caractéristiques de ces facteurs de croissance. Et leur nature, si on demande c'est quoi les facteurs de croissance, eh bien, un facteur de croissance peut être un acide aminé, une vitamine ou bien base purique ou pyrimidique. Mais la définition en général, c'est ce qu'on a dit. C'est quoi la définition d'un facteur de croissance? C'est une molécule organique, bien sûr, qui peut être acide aminé, base purique ou vitamine, qui est indispensable au développement d'une bactérie et qui ne s'est pas synthétisée et qui doit être, donc, de ce cas, fournie dans le milieu de culture. Alors, donc là, c'est pour la nature et les caractéristiques. Maintenant, les causes de ces besoins. Pourquoi la bactérie a besoin d'acides aminés, de ces facteurs de croissance? Tout simplement parce que l'acide aminé est nécessaire pour l'élaboration de protéines cellulaires. Donc, s'il est incapable de synthétiser, je ne sais pas, leucine, par exemple, eh ben, il ne peut pas faire des protéines qui font intervenir cet acide aminé. Donc, il faut absolument qu'il le retrouve dans le milieu. Les bases puriques et pyrimidiques, la même chose, c'est les briques, il y a les acides nucléiques, de l'ATP, tout ça, donc il faut qu'il soit dans le milieu, d'accord? Donc, s'il n'arrive pas à synthétiser une base purique ou pyrimidique, eh ben, il faut la fournir au niveau du milieu de culture. Comme exemple, on a donné l'adénine pour certains lactobacillus. Ah, il y a certains bactéries du genre lactobacillus qui exigent une base purique. Ah, l'adénine, il exige dans le milieu de culture parce qu'il ne sait pas le synthétiser, sinon il ne va pas se développer. Et l'uracile pour certains streptococcus, ça c'est un genre bactérien qui existe, certaines souches bactériennes qui exigent la présence de cette base pure. Base. Les vitamines. Vitamines, parce qu'ils agissent, pourquoi c'est très important? Parce qu'ils agissent comme coenzymes ou bien des précurseurs de coenzymes, dans les deux cas. Un des exemples, la nicotinamide pour la bactérie Proteus vulgaris. Donc, Proteus vulgaris, il faut lui rajouter cette vitamine, la nicotinamide, sinon il ne peut pas se développer. Certaines souches de Staphylococcus aureus ont également la même chose. Et la thiamine, c'est la vitamine B1. Certaines souches de Staphylococcus aureus, pour leur développement, ont besoin qu'on leur rajoute la vitamine B1 parce qu'ils ne peuvent pas la synthétiser. D'accord? Donc, bien sûr, ça, on le retrouve, l'intérêt de ces acides aminés, de ces bases puriques, vitamines, c'est pour toutes les bactéries, bien sûr. Sauf que, non, pourquoi on montre? Parce que cette bactérie dont on parle, elle a des besoins spécifiques, c'est par rapport déficitaire, un acide aminé, de la base périque, de la vitamine. Là, on explique s'il est déficitaire en ces éléments, quelles sont les répercussions. D'accord? L'acide aminé, donc il ne peut pas synthétiser les protéines parce qu'il est impliqué dans la synthèse et ainsi de suite. Donc, je récapitule les besoins spécifiques. On souligne les facteurs, sur les facteurs de croissance. On a vu la définition, leur nature chimique, pourquoi la bactérie on en a besoin, ceux qui ne peuvent pas le synthétiser. Et là, les bactéries qui, toujours par rapport à ces facteurs de croissance, c'est-à-dire que ce soit les acides aminés ou bien les bases ou bien les vitamines, les bactéries qui, qui exigent la présence de ces éléments dans le milieu de culture sont appelés auxotrophes. D'ailleurs, on dit auxotrophe pour cet acide aminé ou la auxotrophe pour la vitamine B1. Ça veut dire quoi, auxotrophe pour la vitamine B1? C'est-à-dire qu'il ne peut pas la synthétiser, il ne peut pas donc se développer si on ne lui donne pas ce facteur de croissance dans le milieu. Donc, pour les auxotrophes, ce facteur de croissance est nécessaire. Les autres qui peuvent se développer, même, donc ils sont capables de synthétiser ces éléments. On les appelle des prototrophes. Prototrophes, donc
un organisme, une bactérie prototrophe, c'est une bactérie qui peut synthétiser tous ces éléments, il n'y a pas de problème. Donc, on n'est pas obligé de lui, par rapport au facteur de croissance, hein, par rapport au facteur de croissance, on n'est pas obligé de lui ramener des acides aminés ou bien de lui ramener vitamines ou bien des acides puriques ou bien pyrimidiques. Alors que les oxotrophes, spécifiques, oxotrophes pour un acide aminé, mais pour les acides, pour un certain acide aminé, par exemple le SNIN ou bien n'importe, ou bien oxotrophe par rapport à une base purique ou la pyrimidique, ou la oxotrophe par rapport à telle ou telle vitamine. Donc, ceux qui exigent ces facteurs de croissance sont dits oxotrophes pour cet élément, et ceux qui n'ont pas besoin sont dits prototrophes. C'est bon pour ces deux notions? Oui, vous suivez toujours? Oui, madame. D'accord, donc je continue. Alors, maintenant, on va voir les sources de ces facteurs de croissance. C'est la même chose qu'on a vu avec les autres éléments. La caractéristique, bien la définition, on a vu les causes des besoins, maintenant, et leur nature. Maintenant, on va voir les sources de facteurs de croissance dans un milieu de culture. C'est-à-dire, j'ai un milieu de culture, quelles sont les sources de facteurs de croissance que je peux avoir? Hein? Donc, ou bien, on va ajouter ce facteur de croissance, addition d'un facteur de croissance spécifique, c'est-à-dire un vitamine ou bien le base purique ou bien dans le milieu de culture, la composition, par exemple, ajout du NAD+, et de l'hémine pour la croissance de la bactérie Haemophilus parainfluenzae. Donc, parce qu'il exige, il est oxotrophe pour le NAD, pour la base, et pour l'hémine. D'accord? Donc, il faut absolument le rajouter. Donc, le facteur de croissance, ou bien je le rajoute directement, ou bien, c'est-à-dire je vais rajouter le facteur spécifique, c'est-à-dire je rajoute le NAD+, qui est pur, c'est un produit, les pur, je vais le rajouter dans le milieu. Et les mines, la même chose. Ou bien, je vais rajouter un extrait qui est source de multiples facteurs de croissance. Qui peut me dire un exemple d'un extrait ou bien d'un produit qui peut être une source de plusieurs facteurs de croissance, sachant que facteurs de croissance, ce sont les vitamines, les acides aminés, tout ça. Donc, chez source, c'est-à-dire chez extrait ou bien chez produit qu'on peut utiliser dans un milieu de culture et qui contient, bien sûr, il peut constituer une source multiple de facteurs de croissance. De la viande. De la viande. Oui, sauf que la viande, les facteurs de croissance, mais le carbone, l'azote et tout ça. D'accord? Oui, on trouve. Oui, effectivement. Le sang? Donc, on peut... Oui, Le sang? exactement. D'accord? Donc, vous voyez, donc effectivement, quand vous avez vu les milieux de culture, vous avez parlé d'extraction, les extraits, que ce soit de produits végétaux ou bien animaux. Donc, il y a les extraits de levure, les extraits qu'on venait de dire, mademoiselle, de viande. Donc là, on a les éléments nutritifs et on a les facteurs de croissance. On est sûr qu'on ne sait pas spécifiquement ce qu'il y a, mais si on donne cet extrait dans le milieu de culture, il peut assurer le besoin en acides aminés, parce qu'on est sûr qu'il y a des acides aminés et il y a des vitamines et tout ça, donc la bactérie peut se développer sans problème. Ou bien, comme a dit mademoiselle, l'addition de sang. Le sang, si on veut, surtout pour le NAD+, et les mines, on ajoute du sang. Et il y a des géloses au sang. D'accord? Il y a plusieurs milieux de culture où on rajoute du sang. Donc, je récapitule. Pour couvrir les besoins d'une bactérie, je parle dans le laboratoire, je chiffre l'environnement, dans le laboratoire, pour couvrir les besoins d'une bactérie qui a besoin d'un facteur de croissance qui est oxotrophe pour certains facteurs de croissance, ou bien j'ai deux manières, ou bien je vais utiliser le facteur spécifique, c'est-à-dire le facteur dont elle a besoin, la vitamine, tout pur, ou bien le NAD+, le facteur pur, je vais le rajouter dans le milieu. Généralement, ça paraît plus, ça paraît plus opportun, mais le problème, c'est le prix. Les produits qui sont purifiés sont trop chers.
Ou bien on rajoute un extrait, comme a dit mademoiselle, l'extrait de viande, ou bien l'extrait de levure, et ainsi de suite, ou bien de sang, et ainsi de suite. Donc, on va être sûr qu'il va couvrir les besoins en vitamines ou bien en acides aminés, d'accord, mais sans qu'il soit purifié. Donc, et là, l'application directe de ce que je viens de dire, c'est lorsque vous voyez la composition du milieu de culture. Quand vous trouvez extrait de viande, eh ben, vous savez qu'il peut assurer les besoins des bactéries en vitamines et en acides aminés. D'accord? C'est juste un exemple. Alors là, c'est pour la couverture ou bien la manière dont on peut donner à la bactérie les facteurs de croissance. C'est bon? Y a-t-il des questions? Non, je passe. Alors, maintenant, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les besoins élémentaires, c'est-à-dire les macronutriments, les micronutriments avec leurs caractéristiques et avec leur couverture et tout. On a vu les besoins spécifiques à certains types de bactéries et on a dit que ces besoins spécifiques, ce sont les facteurs de croissance. On a donné leur définition, on a donné leur nature et on a parlé en quoi, pourquoi il y a ces besoins et on a dit, on m'a montré comment on peut fournir ces éléments, bien ces facteurs de croissance à la bactérie, que ce soit à l'état pur ou bien sous forme d'un extrait, bien une source multiple de ces éléments. Maintenant, on va voir comment la bactérie, parce qu'on a vu tous ces éléments, mais comment la bactérie arrive à localiser ces nutriments dans le milieu. D'accord? Elle va les localiser. Là, on va voir les nutriments, surtout dans le milieu, c'est pas au niveau de laboratoire, surtout dans le milieu naturel. Donc, les nutriments, souvent, ils sont en... Oui, oui, vous me suivez? Madame, je suis désolé, mais je pense que c'est l'heure, n'est-ce pas? D'accord, laissez chose. Ah oui, on arrête. D'accord, c'est bon. Dé- Donc, je m'excuse. D'accord, donc, vous attendez juste. J'arrête mon diaporama. Donc, effectivement, c'est l'heure. Donc, on va arrêter et Inch'Allah, on va reprendre le jeudi bi'idnillah, d'accord? Je vais vous envoyer, bien sûr, une notification pour continuer. Donc, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Là, je vous en prie. Donc, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui reste pas clair, vous pouvez bien sûr me demander au début de la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, je vous remercie. Prenez soin de vous et à jeudi, Inch'Allah. Yallah, salam alaikum.